Avant que l'épisode ne commence, j'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans Entre Athlètes, le podcast qui donne la parole aux acteurs du sport en France. Aujourd'hui, on est avec Jade Maréchal, escrimeuse et aussi entrepreneuse. Jade, comment tu vas? Salut Quentin, ça va et toi? Je te serre la main en professionnel. Bien sûr, t'as vu le studio où on est maintenant? C'est vrai. C'est génial. Ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, on verra la caméra, ceux qui sont sur version audio, allez sur YouTube. Mais on a enfin, on va dire, tu vois, un studio de podcast dans lequel on peut enregistrer. Toi, t'as connu l'époque où on était chez Nutrimuscle. Oui, tes débuts. Et là, je me sens super bien. Là, franchement, ça, tu vois, on était bien quand même chez Nutrimuscle. Mais là, tu sens qu'il y a un petit step-up, tu vois. Ouais. Donc, non, c'est cool et je suis content aussi de t'avoir parce que voilà, depuis qu'on a parlé la dernière fois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. La dernière fois, on a fait un podcast, on va dire, assez plus classique. On a beaucoup parlé d'escrime, on était avec Thomas aussi, qu'on salue. Là, on va aller plus loin, tu vois, que ces sujets-là. Et écoute, pour commencer, il y a une question que j'aimerais te poser. C'est aujourd'hui, en 2025, on est en avril 2025, qui est Jade Maréchal? Alors, je suis escrimeuse, ma casquette principale, en équipe de France. Je m'entraîne à l'INSEP. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre la plus grosse blessure de ma carrière et de ma vie. Je me suis rompu les ligaments croisés, fissuré les 2 ménisques. Et je profite de cette année de pause d'escrime pour mettre en lumière mes autres activités. Principalement, je suis conférencière et je fais le parallèle entre le monde du sport et le monde professionnel. Et aussi récemment, tu as eu ton diplôme d'école de commerce. C'est vrai, tu as raison de le souligner, il y a une semaine. C'est quelque chose quand même, ouais, c'est important. Voilà, je suis officiellement diplômée de master marketing international à Kedge. Et du coup, comme tu as dit, et comme j'ai eu au début du podcast, l'escrime, etc., on a fait un épisode dessus, donc allez le voir, c'était plutôt dans d'autres podcasts, je mettrai le lien en description. Jade, du coup, tu as commencé avec la blessure. Bah écoute, vu que tu parles de ça, on peut directement aller deep dans le sujet. Allez. Tu vois, ce qui me fait bizarre, c'est que cette blessure, au début, je l'ai un peu vécue avec toi, parce que forcément, tu vois, on échange quand même pas mal, etc. Et ça m'a fait bizarre, tu vois, tu sais, quand j'ai appris ça, parce que, rappelle-toi, j'étais venu te voir aussi à une compétition d'escrime, que tu as faite il y a quelques temps maintenant, et tu sais, j'étais là, et à un moment, en fait, j'étais parti, et tu vois, t'avais perdu dans la foulée. Ouais. Et je l'avais pris aussi un peu, tu vois, personnellement. Et du coup, cette blessure, forcément, les sportifs, tu vois, je pense pas que tu y penses forcément, mais ça peut y arriver. Et c'est comme ça, c'est le sport. Toi, comment du coup tu t'es blessé? Et après, on parlera un petit peu de comment tu l'as vécu, etc. Cette blessure, elle est venue dans un contexte particulier. On est juste après les Jeux, lesquels Jeux Olympiques, je n'ai pas participé. Je n'ai pas été prise, malheureusement. Je pensais avoir un peu tourné la page et donc je me suis remis à l'entraînement immédiatement. J'ai fait une compétition nationale à laquelle tu es venue et effectivement, moi, je note que tant que tu es resté, j'ai gagné et le moment où tu es parti, j'ai perdu. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, évidemment. Et première compétition internationale, une semaine après, je suis à Barcelone et sur une retraite, donc c'est-à-dire le mouvement que je fais peut-être 200 fois par jour à l'escrime. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. J'étais en train de reculer, mon pied s'est bloqué, mon genou a continué vers l'arrière et je suis tombée de douleur, une douleur pendant 20 secondes. Et puis après, plus rien. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, les croisés. On a très mal sur le coup, puis après, il y en a qui même se remettent en piste ou sur le terrain. Moi, ça n'a pas été le cas, parce que je me suis tout de suite dit, Jade, il y a quelque chose, tu t'es effondré par terre, tu as eu mal. Donc directement, tu l'as su que c'était une grosse blessure, quand même. Ouais, je me suis dit une entorse, parce que j'avais pas mal. Je me suis dit, je me suis pas rompu les ligaments, j'ai pas beaucoup de douleur. Et en fait, j'étais à terre et j'ai hurlé. Je me souviens que ce cri a arrêté la salle autour de moi. Et je ne faisais que hurler le prénom de ma meilleure amie escrimeuse qui était au bout de la piste à ce moment-là, parce que je sais qu'elle est très empathique dans la douleur et la blessure. Donc je lui disais Alice, viens m'aider, sauve-moi, j'ai trop mal. et puis elle m'a aidée, elle m'a relevée, je me suis assise sur une chaise. L'entraîneur, je me souviens que l'arbitre, on a le droit à 5 minutes réglementaires quand on est blessé. Et au bout de 2 minutes, il me dit 2 minutes left, etc. Et je lui dis non, en fait,
I'm finished, I'm done, it's over. Et donc voilà, je suis rentrée, c'était très compliqué pour rentrer, l'avion, sans béquille, à cloche-pied avec ma valise. Et puis je suis rentrée à l'INSEP et là c'était le moment du rebond en fait, parce que tout va très vite et le diagnostic je l'ai eu le lendemain. Et là, forcément, tu pleures parce que quand t'as les ligaments croisés, que tu es athlète, tu peux plus exercer ton métier principal, tu vois. Donc, du jour au lendemain, tu perds un peu ton identité d'athlète de haut niveau et tu dois mettre en place un protocole t'es très bien accompagné parce que les croisés, t'as un planning à suivre, mais faut se relever de ça, tu vois. C'est vraiment une grosse blessure. Ouais, c'est ça. En plus, les croisés, t'as les footeux qui en parlent beaucoup. Enfin, c'est un peu de la blessure. Tu sais que quand t'entends ça, tu te dis ah ouais. Tu te dis ah c'est chaud. Et justement, toi en termes de blessure, est-ce que tu t'étais déjà blessé par le passé ou c'est la première grosse blessure que tu subis? L'athlète, il vit avec la blessure. Tu te fais tout le temps des micro-lésions musculaires, voilà, des trucs qui durent entre 1 et 3 semaines. Mais non, un truc qui m'a arrêté pendant une saison, ça m'est jamais arrivé. Mais tu as complètement raison. Dès que dans mon entourage, dans le monde de l'entreprise, mes partenaires, je dis que j'ai les croisés, tout de suite, c'est parce que c'est une blessure qui fait peur grâce à la médiatisation du football, ouais. Et justement, là, tu parles de cet accompagnement parce que tu es à l'INSEP. Du coup, c'est pour ça que tu es aussi bien accompagné dessus. Ouais. Et concrètement, comment ça se passe déjà, qu'est-ce que c'est les croisés pour expliquer aux gens, parce que je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est réellement les gens, la blessure des croisés. T'as raison, et d'ailleurs, c'est un abus de langage. On dit les croisés, je viens de te le présenter comme ça, mais en réalité, on ne seront pas les croisés. Parce que dans le genou, tu as 4 ligaments. Ligament latéral et le ligament... intérieur. Et après, tu as 2 ligaments croisés, le postérieur et l'antérieur. Le ligament antérieur, il est vraiment dans le genou et c'est celui qui t'empêche de faire flexion-rotation. Et c'est pour ça que le foot, tous les sports de changement de direction ou de réception comme le basket ou le hand, on est très sujet à ça. Et nous, à l'escrime, le genou arrière, il n'est pas dans l'axe. Il fait de la flexion et de la rotation. Donc voilà, quand ça se rompt, le genou ne tient pas en flexion-rotation. Donc il va tout seul et c'est un peu comme du chewing-gum, quoi. Et donc, pourquoi on est bien accompagné à l'INSEP? C'est parce que on a une unité médicale, des kinés, des médecins, des radios dans l'après-midi, dans la journée. On est ultra bien entouré à ce niveau-là. Et aussi, comme c'est une blessure qui est très, très répandue, tu as un planning à suivre. À 1 mois, c'est tel mouvement. À 2 mois, tu peux mettre telle charge. Donc, tu as juste, toi, à suivre les consignes du kiné et à te laisser porter. Et tu vois, la dernière fois, j'ai parlé avec un préparateur physique qui s'occupe d'une équipe de handball, l'US Ivry, c'est Corentin Pic. Donc ils sont en première division. Ils sont vraiment, vraiment calés. Et je lui ai posé la question. En vrai, quand tu as un joueur, une joueuse qui est blessée, est-ce que la blessure, tu aurais pu l'éviter? Parce que tu vois, c'est un truc que je me dis, c'est là, tu te blesses, mais concrètement, est-ce qu'il y avait des facteurs au préalable que tu avais pu identifier où tu dis, ok, avec du recul, peut-être qu'en fait, j'ai fait ça, peut-être qu'il y avait ce signal que j'ai pas forcément vu et qui amène une grosse blessure. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est, en vrai, oui. En fait, avec du recul, quand tu retraces l'historique, toutes les discussions que tu as avec le joueur, etc., tu aurais pu parfois éviter les blessures. Est-ce que dans ton cas, tu avais des facteurs au préalable que tu n'as pas écoutés, ou est-ce que c'est venu comme ça? Honnêtement, moi, physiquement, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Tu vois, je me considère comme très travailleuse, très bosseuse. Donc, musculairement, je suis plutôt prête. C'est l'une de mes compétences, la capacité à travailler, à faire du muscle. Au niveau récupération, je suis assez calée quand même, niveau nutrition, étirement. Donc, pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile à accepter. C'est que je me suis dit, mais pourquoi moi, quoi? J'en connais des gens qui s'entraînent pas beaucoup ou alors qui font pas attention à leurs étirements, leur hydratation, mais c'était pas mon cas. Donc, tout de suite, je suis allée sur la piste mentale. J'ai fait un rapport entre la non-sélection, les jeux qui sont terminés et ma blessure. Tu vois, c'était la première compétition internationale. Et en fait, je pense que j'avais pas digéré parce que les jeux, c'était pas un jour, c'était 4 ans de travail. Tu le sais bien. Et c'était même plus que 4 ans. Moi, j'entendais parler des jeux, j'avais 16-18 ans, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus que 4 ans. C'était vraiment une page de ma vie, un objectif qui n'était pas atteint. C'était un échec. Et donc, finalement, te blesser sur un mouvement que tu fais 200 fois par jour, c'est forcément un truc mental. C'est intéressant parce que il y a beaucoup de personnes, tu vois, que je connais. Il y a par exemple même Dylan chez la moto, tu vois, taekwondo. Et justement, en fait, les JO, je trouve que les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, je sais pas si justement elles ont été assez accompagnées dans, tu vois, leur acceptation de ça, tu vois. Moi, j'ai un prépa mental, donc on l'a énormément travaillé. On était remobilisés sur la suite.
plus ou moins parce que moi, je m'étais remobilisée sur la suite, mais en réalité, je pense que mon cœur et ma tête n'étaient pas du tout prêts à ça. Et c'est là où finalement, la blessure, je l'accueille de jour en jour comme un cadeau, quoi. Je me dis que c'est le moment de non pas tourner la page, mais de fermer le livre et d'en écrire un nouveau, de repartir sur de bonnes bases, parce qu'il faut quand même savoir que les croisés, dans la réathlétisation suite aux croisés, tu réapprends à marcher. Au niveau de l'image, c'est quand même... Moi, ça m'est jamais arrivé de devoir réapprendre des choses hyper basiques comme celle-ci, et ça montre bien tout le travail qu'on doit faire en tant qu'athlète quand on est blessé d'une grosse blessure. Tu reprends tout à zéro. La marche, je repars avec un muscle qui est tout petit, atrophié, je redécouvre mon corps différemment, donc je pense que c'est le moment opportun, l'année post-Olympiade, pour reprendre à zéro, repartir sur des bases différentes, faire un bilan de ce qui s'est bien passé et moins bien passé. En fait, les croisés m'apportent aussi une belle introspection. C'est la question que j'allais te poser aussi. Je te fais une transition. Non, mais c'est ça, parce qu'en vrai, tu vois, souvent, quand tu es sportif de haut niveau, toi, la chance que tu as, c'est qu'à côté, on en reparlera, tu as ton entreprise, EJ Unlimited. Tu as aussi un autre projet, d'ailleurs, que je crois que tu es en train de créer avec cette boîte ou à côté. Mais souvent, les sportifs de haut niveau, et moi aussi, la crainte que j'avais quand j'étais petit, je n'étais pas sportif de haut niveau, mais je me disais, si demain je suis blessé, en fait, le sport, je peux plus en faire, qu'est-ce que je fais? Tu vois. Et en fait, souvent, quand tu es sportif de haut niveau, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu te définis, ou en tout cas, le risque, c'est de se définir que par son sport. Ouais, tu vois. C'est sûr. Alors après, de toute façon, se définir par une seule chose, c'est mauvais. Que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport, on a tous des doubles casquettes, notamment pour cette raison-là. Bon, je t'enlève le côté recherche de partenariat, de finances, c'est évident. Ça qu'on connaît, ouais. Mais pourquoi je vis bien ma blessure aujourd'hui, c'est parce que, comme tu dis, j'ai une boîte de formation, que je fais des conférences, que je vais partager ce que le sport et la blessure m'apprend. Ça me permet de garder la tête au-dessus de l'eau. Et puis... je pense qu'il y a aussi cette idée d'équilibre où quand il y a une faille ou une crise quelque part, c'est vraiment l'occasion et une opportunité de bosser sur d'autres choses. Typiquement, j'ai perdu ma casquette d'escrimeuse en ce moment. Je fais pas d'escrime ou très, 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 très peu. Mais par contre, j'ai développé le haut du corps. Je fais des handstands, donc la tête en bas. J'arrivais pas à faire une roulade avant parce que moi, la tête en bas, ça marchait pas. Là, j'y arrive très bien. Je bosse d'autres choses. Et c'est une vraie leçon de vie aussi que je vis et que j'essaie de transmettre. Il y a une crise, un problème quelque part. C'est pas une raison pour t'arrêter. Tu peux toujours faire quelque chose. Travailler de l'analyse vidéo, des choses que j'ai pas le temps forcément de faire, ou j'avais jamais abordé parce que c'était pas une priorité pour moi. Je le fais en ce moment. Et je découvre que toute crise rebondit sur une opportunité. C'est vrai que tu as bien développé les épaules. Moi, je te vois avec tes maniques sur les tractions, etc. Exactement. Ouais, je travaille le haut du corps, exactement. Mais tu vois, la force de caractère que tu as, parce que moi, quand je te vois, franchement, toutes les personnes... tu vois, qui me passent. Parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, il y a quand même beaucoup de personnes qui te connaissent, en tout cas des gens avec qui je parle. Et en fait, on se dit, mais Jade, en fait, elle a une force de caractère, mais de malade. Et en fait, comment tu puisses ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi qui est inné, ou est-ce que tu l'as bossé? Déjà, je pense que tu entends peut-être parler de ce genre-là parce qu'on est dans le même réseau et parce que on attire. Oui, c'est possible. Voilà, on est dans le même mindset. Je pense que j'ai une progression de tortue. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animal qui me correspond, c'est mon animal totem. Je suis pas née avec de l'escrime dans le sang. Je travaille énormément. Donc j'ai vraiment vécu beaucoup d'échecs dans mes jeunes années d'escrimeuse qui m'ont menée, malgré tout, parce que je travaille avec des équipes de France. Mais vraiment, moi, dès que j'entreprends quelque chose, il y a de la contrainte, de la difficulté. Et je pense que je puise ma motivation, moi, dans la contrainte. Je sais que quand c'est trop facile, tu t'es moins engagé, t'as moins cette petite pincée de sel, cette envie de te dépasser. Tandis que quand c'est compliqué, quand tu penses que c'est pas possible, moi, c'est une raison de me dire, ok, ça me paraît super compliqué, mais j'aimerais bien me prouver qu'au moins je suis capable de tout mettre en place pour y arriver. Mais par contre, je garde vraiment à l'esprit que c'est possible et il y a une grande part qui dit que tu peux ne pas y arriver. Il n'y a qu'un seul champion olympique tous les 4 ans. Je suis très consciente que là, je donne tout pour être à Los Angeles, mais il y a une part de moi qui me dit, Jade, il n'y a qu'une championne olympique. Ce sera OK si tu n'y es pas dans 4 ans. Donc, pour cette raison, sois consciente de toutes les fleurs que tu ramasses sur ta route vers LA. Un parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise, c'est au final, quand tu crées une boîte, t'es pas sûr que ça marche. Quand tu fais du sport, ce qui me fascine, et justement j'y pensais hier soir avant de dormir,
Je me dis, tu vois, là, on voit des Alcaraz, par exemple, au tennis. T'as un commentaire sur Netflix qui sort sur lui. Tu vois, hier, je vois ça. Et je me dis, en fait, putain, le gamin, depuis qu'il est tout petit, en fait, le mec, il pense vraiment qu'il va réussir, tu vois. Et justement, c'est un peu ça. Quand t'es sportif de haut niveau, comme dans une boîte, toi, par exemple, pour LA, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu t'entraînes à fond pour y aller. Mais d'un côté, il faut aussi accepter le fait que peut-être que tu vas pas réussir. Et en fait, justement, comment tu arrives à te motiver au max pour t'entraîner à fond, sachant que bah peut-être que tu peux rater, tu vois. Ouais, c'est un C'est lâcher ça que je trouve incroyable, tu vois. complètement. Bah, c'est un lâcher prise qui est super important à avoir. Et d'ailleurs, ceux qui ne se battent que pour atteindre cette première place, ils n'ont pas une vie très chouette parce qu'ils sont beaucoup déçus. Ils sont très souvent, ils vivent très souvent l'échec ou la déception. Moi, vraiment. Tu vois, j'ai posé cet objectif-là à un moment donné dans ma tête. Il y est forcément Los Angeles, mais c'est déjà très loin. Parfois, ça paraît un peu inatteignable, surtout avec cette qualité de muscles des jambes que j'ai actuellement. Donc, je fais vraiment l'effort de diviser mon grand objectif en objectif quotidien, avec des petites steps, des étapes que j'essaie de mettre en lumière tous les jours. Parce que sans t'en rendre compte, si tu te mets des objectifs quotidiens, ce matin, j'avais muscu. Bon, bah, on a un objectif de gagner 500 grammes par 500 grammes au développé couché. Pas mal, hein. Voilà, tu vois, c'est des objectifs quotidiens qui, sans t'en rendre compte, te mènent vers le grand objectif. Ce qui fait que si dans 4 ans, j'y suis pas, je pourrais me retourner et me dire « Attends, Jade, regarde ce que ça t'a apporté de mettre des efforts vers Los Angeles. Tu as rencontré des gens, tu as rencontré des entreprises, physiquement, tu t'es développé, tu as appris à bien dormir. Et tout ça, ce sera des armes qui pourront me permettre de tourner la page plus rapidement après Los Angeles si jamais j'y vais pas. » Est-ce qu'au final, cette blessure, ça fait pas aussi un peu de bien, tu sais, de prendre un peu de distance par rapport à un sport que tu pratiques depuis petite? Comme tu l'as dit, c'est quelque chose pareil qu'on n'insiste pas assez, je trouve, mais pour arriver à ton niveau, c'est des sacrifices, forcément, c'est des doutes. Il n'y a rien qui garantit que tu vas être là, même si tu performes très jeune. Et justement, est-ce que le fait d'être, peut-être, de penser escrime, même s'il n'y a pas que ça, depuis petite, là, le fait de couper un peu, ça fait aussi du bien. Et peut-être que pour une fois, tu arrives, tu vois, à te voir, en tout cas à faire ce sport, mais c'est à la troisième personne. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire parce que c'est comme ça que je le vis. Il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que je fais une pause aussi grande d'escrime. Depuis que j'ai commencé à 9 ans, je me suis jamais arrêtée plus de, on va dire, 3 semaines d'escrime. Donc forcément, déjà, bah, tu découvres ta vie complètement différemment. Je me découvre... je découvre une autre Jade et je pense que cette blessure va me faire passer de la Jade escrimeuse enfant-ado à la Jade escrimeuse adulte, vraiment, en termes de perception. Je comprends que la qualité vaut beaucoup mieux que la quantité. Avant, c'était vraiment différent dans ma tête. J'arrive à m'observer d'une troisième personne comme un peu un drone qui me voit évoluer petit à petit, qui me voit revenir. Je me découvre d'autres compétences aussi. Je me découvre peut-être plus intelligente, tu vois. Avant, il fallait que j'ai une to-do list énorme et que, je sais que ça te parle, j'ai une to-do list énorme, que ce soit dans le monde pro et dans le monde sportif. J'avais envie de cocher des cases. C'était ma manière d'arriver en compète et de me dire, tu peux que gagner parce que tu as fait plus que les autres, tu t'es entraîné plus longtemps que les autres, t'es rentré, t'es tout le temps, t'étais sérieux sur l'alimentation, la nourriture, l'hydratation. Et ça, en fait, c'est pas comme ça que je perçois maintenant le haut niveau. C'est plus... T'as une to-do list d'efficacité, tu t'en fais moins mais mieux, t'en fais en t'écoutant un peu plus, tu vois. Donc je vais passer à la Jade 2.0, ça c'est évident. Ce que tu dis, c'est important. Et en fait, je pense qu'il faut souvent une blessure, ou alors c'est con, mais il faut un burn-out aussi pour se rendre compte de ça. Je fais un parallèle intéressant, c'est que toi, du coup, c'était dans l'escrime. Moi, c'était plus dans la partie, on va dire, entrepreneuriale, où tu vois, ça fait 4 mois que moi, j'ai quitté Nutrimuscle. Et je suis parti un peu avec ce truc de... Chez Nutrimuscle, j'étais tellement bien, enfin, tu vois, là-bas, je faisais ce que je voulais, tu vois, on avait les studios, c'était trop bien. Et en fait, quand je suis parti de Nutrimuscle, je me suis dit, là, si je pars, faut vraiment que je réussisse. Et du coup, pendant 4 mois, j'ai pas beaucoup vu le jour. Et en fait, t'arrives à un stade où tu te dis, mais attends, mais en fait, là, je quitte un travail où, entre guillemets, j'ai une prison, enfin, c'est pas une prison, mais tu dois être là dans un créneau horaire qui est imparti. T'as un cadre, ouais. C'est ça, t'as un cadre. Et en fait, quand tu pars, en fait, tu te mets une cage mentale. En fait, du coup, tu penses qu'à ton truc. Et en fait, là, t'es plus sur un 9h-18h, t'es sur un minuit, tu vois. Et un peu comme toi, je prends du recul. Je me dis, c'est OK. Tu sais, là, ce que je fais actuellement, c'est... J'essaye de définir un moment dans la journée où je prends 1 heure pour moi et je fais que des choses qui me font du bien. Donc tu vois, c'est un truc bête, mais tu vois, je me dis peut-être que c'est le soir, devant une série,
Ok, est-ce que c'est avec un bouquin? Est-ce que c'est devant une série? Est-ce que je prends du café ou du thé plutôt? Quel type de thé je prends, tu vois? Et je pense un peu à tout ça. Toi, de ton côté, comment justement t'arrives à relâcher prise? Est-ce que tu t'es fait un espèce de petit enclos, tu vois, où tu te mets dedans pour après mieux repartir? Bah, trop intéressant. Et tu vois, c'est là encore où la preuve que l'entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Tu parlais d'un peu ta casquette d'entrepreneur 24/24. Nous, c'est pareil. Quand on dort, il faut qu'on dort performance. Quand on mange, il faut qu'on mange en sachant que ce que tu ingères va impliquer ta performance. Donc, on est athlète 24/24 également. Et donc, moi, évidemment que cette technique, pour le coup, je l'ai inclus il y a pas mal de temps dans ma routine. Moi, c'est pas 1 heure, mais tu vois, c'est 5 minutes. Mais 5 minutes entre chacune de mes activités. C'est-à-dire qu'on a 2 entraînements par jour. Et ben, pour passer d'une activité à l'autre, je me connecte à mes 5 sens pendant 5 minutes. C'est quelque chose que m'avait apporté ma professeure de yoga un jour. Et tu vois, quand on passe d'une salle à l'autre ou d'un lieu d'entraînement à l'autre, et ben, je prends vraiment le temps de me poser ces 5 questions. Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, etc. pour chacun des sens. Et ça me permet juste de te connecter à toi. C'est ce que tu fais dans ton heure de pause. Tu t'octroies de te concentrer sur toi-même. Et tu l'as dit notamment dans le choix de ton thé, par exemple. Ouais. Mais ça s'appelle en fait être lucide. C'est pour ça que moi je déconstruis beaucoup le terme de routine que je trouve pas intéressant parce que la routine tu le fais sans réfléchir, les yeux fermés. Je parle plus de protocole, tu vois, c'est-à-dire tu es lucide vraiment sur qu'est-ce qui se passe, prendre ton café tous les matins, mais tu essayes de le sentir, le goûter, savoir s'il a le même goût qu'avant, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, la tasse laquelle je veux prendre ce matin, tu vois, c'est juste te connecter à vraiment ce qui se passe maintenant pour éviter de laisser le flot des pensées arriver. Et quand tu es en train de choisir ton thé, t'es pas en train de te dire ok, est-ce que j'ai pensé à envoyer mail à cette personne-là, quoi. Tu sais qu'il y a un truc fou, c'est que là maintenant j'ai essayé un truc aussi. Je sais pas si tu le fais, mais franchement, essaye de le faire si tu le fais pas. C'est le samedi ou le dimanche, quand c'est plus tranquille, généralement c'est le dimanche, je fais une journée sans téléphone. Et je te jure que ça fait 2-3 semaines que je le fais. Et tu vois, bah, ce week-end, j'ai fait samedi et quasiment dimanche, sans téléphone. Et je te jure qu'en fait, là, je pense que je suis aussi dans la quête de... On est tellement sollicité, tu vois, toute la journée, que quand est-ce qu'en fait on est avec nous-mêmes, tu vois. Et je trouve que c'est un peu un fléau qu'on a aujourd'hui. Et bah, tu vois, pareil, moi j'ai recommencé un petit peu tout ce qui est méditation. Je pense que le yoga, pareil, c'est un truc que je pourrais essayer. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, je sais que toi, tu as des protocoles. Donc c'est toujours cool. Et ce que tu viens de dire, c'est cool. Et bah, pareil, pour venir aussi sur l'histoire des to-do list, je pense que maintenant, c'est plus pour se rassurer, mais au final, t'es pas efficace. Mm. Bah écoute, magnifique. Si on vient un petit peu sur ton entreprise, du coup, vu qu'on a fait un gros parallèle sur l'escrime, et du coup maintenant ta boîte un peu plus ton, on va dire ton moment de, enfin ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que tu fais justement avec cette boîte que tu as co-créée, je crois, Ouais, c'est avec ça. Eva Lacheret? Tout à fait. Qui est une escrimeuse olympienne qui s'entraîne avec moi. Et en fait, moi, depuis que j'ai 18 ans, je fais des conférences en entreprise. Déjà, Ah, t'as juste, commencé tôt? Ouais. Parce que 18 ans, faut y aller, hein, pour faire des Ouais. conférences. Alors au waouh. départ, c'était plus de Question-réponse. l'échange, Ok, voilà, ouais. du partage, table ronde. J'ai commencé parce que je cherchais des partenaires et je me sentais pas du tout légitime juste contre un logo d'avoir une somme d'argent. Donc j'ai demandé un jour à mon premier partenaire local et ce que je pouvais faire en plus de ça, d'une visibilité. Il m'a dit bah, si tu veux, viens parler auprès de nos collaborateurs juste de à quoi ressemble ta journée d'athlète. Et donc j'ai commencé à faire ce genre d'interventions qui m'ont passionnée. J'ai adoré voir dans le regard des gens un étonnement et voir une admiration pour un rythme de vie. Et en fait, j'ai tout le temps, et ça c'est depuis que j'ai 18 ans, cette question et cette remarque de dire mais en fait, vous êtes des super-héros, vous les athlètes, vous faites des choses qui sont surhumaines, vous entraînez tous les jours, 2 fois par jour, sauf que pas du tout. En fait, c'est juste qu'on a une boîte à outils. Oui, les athlètes de haut niveau, on a une boîte à outils parce qu'on s'entoure très tôt de personnes compétentes, ok, prépa mentale, physique, technique. Donc on met des mots beaucoup plus tôt que les autres enfants sur des émotions, des sensations et des outils techniques. Donc voilà, c'est juste, on est des êtres humains qui avons une boîte à outils et qui avons une très grosse force d'engagement. Donc on n'est pas des super-héros et c'est ce que je véhicule au travers de mes interventions en entreprise. Donc j'ai développé cette activité, la pause du Covid m'a aidé à monter ma structure. Et puis j'avais ce besoin de proposer quelque chose qui était sur le long terme. Une conférence, c'est bien, mais c'est en one shot, ça dure 1 heure très inspirante. Mais une fois que je rentre à la maison, alors moi je suis boostée, hein, parce que forcément, quand je vois ça me permet de relativiser, de réaliser quand tu sors de l'INSEP, dans lequel on parle
performance nuit et jour, d'aller en entreprise. Ouais, quand tu vas auprès des collaborateurs, tu redescends un peu, tu remets les pieds sur terre. Et moi, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, ça reste du sport. Ça reste une activité qui est géniale parce que je voyage, parce que je me bats contre moi-même, je développe des compétences psychologiques et physiques incroyables. Ça reste que du sport. Et ça m'a vraiment aidé d'aller dans ce monde-là de l'entreprise. Et donc, je voulais avoir un impact plus sur le long terme. Et donc, j'ai créé une formation avec Eva, hybride, avec une partie conférence en présentiel et aussi un parcours de 10 modules dans lequel 10 athlètes transfèrent leurs 10 valeurs super importantes et transposables au monde de l'entreprise. C'est génial parce que tu vois, les conférences, on en parle un petit peu, mais moi, je suis en train un petit peu, quand j'ai le temps, d'essayer justement de placer des sportifs. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, donc on verra après si j'ai le temps de le faire. Mais justement, c'est quoi un peu les besoins, tu vois, et dans quel type de boîte t'interviens? Alors, les entreprises, le sujet de prédilection premier, c'est la gestion de l'échec. Je remarque ça parce qu'en fait, l'échec est devenu un tabou en entreprise. Il a toujours été un tabou en entreprise. Alors que si on aborde cette thématique par le biais du sport, tout de suite, tout le monde est beaucoup plus compréhensif. Et d'ailleurs, tout le monde sait que dans le sport, c'est OK d'échouer. Grâce notamment à la médiatisation des athlètes qui disent ouvertement, avant d'avoir cette médaille, j'ai échoué des dizaines et des dizaines de fois. Même lorsqu'on regarde un match, on voit bien qu'il y a des tentatives, par exemple, d'essais au rugby, des tentatives de touche à l'escrime. On voit que ce n'est pas toujours une réussite lorsqu'on essaie. Donc les gens comprennent par le sport que l'échec fait partie du chemin vers une réussite. Donc ils adorent qu'on vienne transmettre ce message-là en entreprise pour que les gens fassent naturellement le parallèle. Et c'est vrai dans tous les domaines, hein. Que ce soit dans le BTP, la restauration, la banque ou l'assurance, j'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences à propos de l'échec. Puis après, moi, ma thématique que j'adore aborder, c'est la prise de risque. Parce qu'à l'escrime, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour aller toucher l'autre et prendre le risque d'être touché. Mais ça fait partie de l'atteinte d'un objectif, de sortir de sa zone de confort. Et puis j'adore parler d'atteinte d'objectifs aussi. Comment je m'organise justement pour aller à LA et comment je fais pour récolter toutes mes fleurs sur mon passage. En fait, ce que tu dis, je suis d'accord, et en même temps, pas d'accord, on va en parler. En fait, je suis d'accord sur le fait que l'échec, dans le sport, forcément, t'échoues, comme au tennis. Tu vois, tu vas tenter des coups parfois fantasques ou un peu durs pour marquer un point, t'échoues. T'échoues en fait dans le, comment tu dis, dans le jeu. Mais si à la fin du match, tu perds trop souvent, pareil, en fait, je trouve que t'es vite, tu vois, il est nul, alors que tu sais, le mec, il est quand même, je sais pas, il est premier français, il est 20e mondial, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que, bon, ça, dans le sport, c'est de moins en moins vrai, tu vois. Ouais. Mais dans l'entreprise, ça reste tellement vrai. Tu vois, en fait, c'est, en tout cas, moi, dans les boîtes que j'ai pu voir, et avec qui je parle, etc., c'est, en fait, les personnes, ils veulent des gens performants maintenant. Et en fait, si t'es nul, tu vas, entre guillemets, enfin, ils vont essayer de te faire partir, tu vois. Et ça, justement, comment, dans les boîtes, du coup, est-ce que tu viens pour les dirigeants ou tu viens pour les salariés? Expliquez ça. Ou c'est un peu pour tout le monde? Eh ben, je viens de la part du dirigeant, insuffler des valeurs du sport auprès des collaborateurs. Et puis finalement, c'est les dirigeants qui se sentent le plus concernés, généralement. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Et en fait, c'est drôle parce que d'ailleurs, la première prise de contact des entreprises, ça va être des managers, des cadres, des dirigeants qui me disent, voilà, mes collaborateurs, c'est vrai que la gestion de l'échec, c'est compliqué, j'aimerais que tu viennes leur parler de ce que tu vis au quotidien. Et puis je me rends compte, en préparant la conférence avec eux, ou bien lors de mon intervention, parce qu'ils sont toujours là quand même, que c'est chez eux que ça parle le plus, parce que dans le sport, tu as cette idée aussi du capitaine, du leader. On a, même si ma discipline est un sport individuel, on a une compétition par équipe également. Et donc, on se retrouve dans ces valeurs-là de, il y a des individualités qui doivent se battre pour un objectif commun. Donc, atteindre un objectif, c'est avant tout faire équipe et que chacun puisse gérer ses échecs, gérer ses émotions. Et comment, en tant que chef d'entreprise, manager ou leader, tu peux aider tes collaborateurs à voyager vers cet objectif commun. Donc, au final, oui, le discours, il s'adapte évidemment à toute personne en entreprise, mais c'est vrai qu'il est encore plus percutant et parlant vers des profils cadres managers. Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes, de ce que tu peux voir, qui sont ouvertes justement à parler de ces sujets-là, ou est-ce que c'est encore relativement, tu vois, restreint? Moi, je trouve que c'est vraiment devenu au cœur des préoccupations des entreprises.
Alors, que ce soit par un sportif ou quelqu'un qui gravite autour du monde du sport, des entraîneurs aussi beaucoup et tout ça. Avant les Jeux de Paris, c'était évidemment, enfin moi, j'avais des demandes qui n'arrêtaient pas, c'était génial avant les Jeux de Paris. Et j'ai eu peur de l'après-Paris, il y a eu septembre-octobre, c'était très très calme, jusqu'à même novembre-décembre. Et puis là, ça reprend, il y a un nouvel élan. Je remarque que même le sport a impacté dans les entreprises. Tu vois, les collaborateurs font de la course ensemble, ils s'inscrivent à des politiques et des dynamiques sportives de compétition de manière collaborative. Donc, il y a eu vraiment un impact positif. Et puis, voilà, le fait d'inviter un athlète, notamment sur les événements annuels, les séminaires, les kick-offs, des temps de rassemblement, déjà, j'observe que c'est une respiration pour eux. Moi, quand j'arrive en conférence, je viens entre le DAF qui vient de faire un bilan de l'année et l'après-midi où ce sera briefing pour l'année à venir. Je sens qu'un sportif, tu sens que tout le monde relâche, il y a un sourire, parce qu'ils savent très bien que le sport véhicule des émotions. Et c'est d'ailleurs comme ça que je fais passer des messages. Je suis pas là à leur dire, ok, alors pour gérer son stress, il faut faire ça, ça et ça. Non, je leur dis, ok, venez avec moi dans un championnat d'Europe. Fermez les yeux, imaginez comment on peut se sentir juste avant la compète et tout. Et en fait, les gens prennent ce que je donne parce que je véhicule des émotions. Le sport, c'est ça. J'en parlais avec Mathieu Thomas, tu vois qui c'est ou pas? Non. Parabadiste. Non. Il est conférencier aussi. Ok. Et en fait, là, on avait un projet, bon, on va voir si on le fait, mais ce qu'on voulait, nous, c'était emmener, tu vois, des personnes, vraiment, tu vois, aller, grâce au sport, trouver leur singularité, voir vraiment qui elles sont, tu vois. Ok. Parce qu'en fait... Leur nous, caractère, tu veux ouais, dire? voilà. Ouais. Parce que nous, ce qu'on se disait, c'est en fait, le sport, c'est un truc, tu vois, ça te révèle ton caractère, mais de fou. Ouais. Et c'est un truc aussi, enfin, c'est un truc, le sport te fait évoluer en tant que personne. Moi, je me reprends petit, et c'était à mon petit niveau, tu vois, sur le tennis, là maintenant, je me vois, je voulais me tarter, tu vois. Ouais. Parce que tu sais, j'étais mauvais perdant, etc. Ouais. Et maintenant, je refais du sport, et en fait, ça m'a fait grandir en tant que personne. Et en fait, ce que tu vois pas petit, en fait, maintenant, tu sais, t'as des situations où du coup, t'es plus ou moins dans une même situation, et en fait, tu te dis, ok, en fait, ce que j'ai vécu dans le sport, je peux le transposer dans ma vie, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est ça aussi que j'aimerais, tu vois, essayer de faire comprendre aux gens, tu vois. Et ben, tu vois, après des conférences, généralement, les gens, ils viennent t'interpeller pour poser des questions un peu plus personnelles. Et très souvent, c'est des parents, des mamans, qui viennent me dire, ah, mais tu sais, ma fille, voilà, elle est toute jeune, soit elle est en sortie d'études, ou elle est au lycée, et elle sait pas trop, elle se cherche, elle est toute timide, j'aimerais bien qu'elle soit à l'aise comme toi à l'oral et tout ça. Et tout le temps, ma question, c'est, elle fait du sport, vous l'avez inscrite à un club? Et très fréquemment, non, pas du tout, elle aime pas trop ça, ou alors, oui, elle va de temps en temps à la salle. Et le premier des conseils, avant d'aller dans des outils très concrets, je lui dis, mais offrez-lui l'opportunité d'aller dans un club, aller avec des autres personnes, se dépasser, faire un peu de compétition, même pas. Mais juste le fait d'aller à l'entraînement, bah forcément, tu as un coach ou bien tu as des objectifs qui vont te pousser à te dépasser. Et tu as entièrement raison, c'est là-dedans où tu te découvres. Est-ce que je suis plus sérieuse et je respecte étape par étape ma séance? Est-ce que je suis plus créative? J'ai besoin d'aller un peu partout? Je préfère l'explosivité ou au contraire les abdominaux profonds, le pilate, enfin tu te découvres et tu fais des parallèles, mais sans même réfléchir avec ta vie personnelle et professionnelle. C'est bien que tu dises, parce que tu vois, moi, je suis sportif, mais en méthode du dimanche, toi, t'es vraiment sportif de haut niveau, donc c'est bien que tu dises toi. Il y a aussi un point qu'on n'a pas forcément abordé, on l'a abordé très rapidement, c'est que la boîte, tu l'as co-créée Ouais. avec Eva Lacheret. Ouais. J'ai une question, je pense qu'on va tous se poser. Est-ce que c'est pas difficile, enfin, en fait, c'est quoi les bons côtés et les mauvais côtés de créer une entreprise avec son ami? Eh ben, pareil que sur la piste, c'est-à-dire que sur la piste, Eva et moi, on est très très différentes. C'est la force tranquille, c'est la force réfléchie. Moi, je suis plus sur le devant de la scène à être hyper proactive. Donc les deux, on a les défauts de nos qualités. Et c'est exactement pour ça qu'on s'est associés dans ce projet-là. Eva, elle va apporter du calme, elle va me permettre de poser mes pieds un petit peu par terre et de prendre de la distance sur mes projets multiples et mes idées. Et moi, je vais un peu pousser Eva justement à se vendre, à s'ouvrir aux autres, etc. Et le fait de s'associer pour avoir plein d'amis autour de moi qui se lancent tout seuls, c'est que quand il y en a une qui va pas, l'autre la tire vers le haut. Ça peut paraître évident, mais nous, ça arrivé à plein de reprises, surtout parce qu'on a ce double projet-là, où moi, ça m'est arrivé, je me rappelle d'un championnat de France que j'avais complètement loupé. Je me souviens d'avoir appelé Eva qui n'avait pas participé à cette échéance-là. Je lui ai dit, je suis désolée, j'arrête tout, tu vois, je suis nulle sur la piste, c'est parce que je me disperse un petit peu, je vais arrêter la boîte et tout. Et c'est à ce moment-là où Eva
Eva, elle m'a récupérée, elle me dit non, écoute, là tu te prends une semaine, mais t'abandonnes pas, t'inquiète pas, tu vas retrouver, il y aura des hauts et des bas, puis effectivement c'est revenu. Eva, qui a fait les jeux et qui a tout consacré aux jeux en cette fin de saison, bah c'est moi qui ai plutôt pris le relais sur la boîte. Enfin, ça nous permet, je trouve, de lisser les périodes de motivation, de down, que de s'associer. Et là, on parle d'association, mais dans le monde du sport, ou même sans avoir un partenaire associé financier dans un projet, je trouve que c'est simplement la question de l'entourage. Et tu vois, moi, dans ma blessure, dans ma pratique sportive normale, j'ai cette personne à côté de moi qui n'est pas forcément associée activement dans le projet, mais juste cette personne que tu peux appeler et qui va t'écouter dans toutes circonstances, qui partage les mêmes valeurs et qui t'accompagnera quoi qu'il arrive dans les projets dans lesquels tu te lances. Tu vois, je me souviens qu'on s'est appelés tous les deux et je t'ai dit, forcément, on a les mêmes valeurs. Si tu as une période de down, on s'appelle parce qu'on sait comment on fonctionne et on sait qu'on est sur la même ligne directrice. Et avoir ces personnes-là dans ton entourage, c'est ce qui te permet de ne pas lâcher et c'est ce qui te permet, quand ça va pas, de te dire, non, en fait, c'est bon, j'ai telle qualité, ça va, c'est juste une mauvaise passe. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est vrai que l'entourage, on en parlait justement dans l'épisode numéro 1, et de plus en plus, je sais que moi je suis de plus en plus intransigeant dessus, mais tu vois, ce qui est fort, c'est qu'avec Eva, t'as une fois de plus, t'as anticipé une question que je vais te poser, mais t'es tellement smart aussi. Non, mais ce que je vais te dire, c'est justement, vu que vous deux, vous avez aussi une vie, enfin vous êtes escrimeuse aussi à côté, de savoir comment vous gérez ça. Ouais. Mais du coup, t'as répondu plus ou moins à la question, et forcément, tu vois, si je reprends Jade, bon là c'est encore différent, mais si je reprends Jade, d'il y a quelques mois, qui devait gérer son école, l'escrime, qui devait gérer aussi son entreprise, comment est-ce que tu arrives dans la journée, dans la semaine, dans le mois, à tout gérer? Est-ce que tu as des petits hacks, justement, que tu pourrais peut-être nous partager? Parce que, franchement, actuellement, je te dis la vérité, je cherche des solutions pour moi aussi, de mon côté, être mieux organisé. Parce que quand tu as différents projets, faut savoir tous les faire, sans se perdre. Ouais, c'est d'ailleurs ma plus grande difficulté et c'est souvent ça quand je fais des petites blessures dans mes saisons, c'est souvent parce qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Moi, je pense que tu peux tout faire, mais une chose à la fois. Donc, c'est-à-dire que toutes ces casquettes-là, je les mets pas dans une journée. C'est plutôt dans une semaine, voire dans un mois. Tu vois, je vais avoir des journées escrime. Enfin, c'est plutôt des demi-journées. Je vais avoir une demi-journée escrime, une demi-journée conférence. Je vois vraiment... Il y a Astrid Guyard, une des personnes qui intervient dans notre formation, qui dit qu'elle voit sa vie comme un Tetris. Elle aussi, elle est multicasquette, autrice, ingénieure spatiale, escrimeuse. Enfin bref, elle voit sa vie comme des pièces de Tetris. Et je trouve que c'est vrai, c'est-à-dire que tu t'occupes une pièce à la fois. Tu n'es pas en train d'anticiper de comment je vais positionner la pièce suivante. Si tu es à l'escrime, si je suis à l'entraînement, j'essaye vraiment de me consacrer 100% à l'entraînement. Ouais, tu penses qu'à ça, quoi. Je pense qu'à ça. Et puis, j'utilise beaucoup l'application Notes de mon téléphone. C'est vraiment ma bible. Dès que je pense à quelque chose, et ça peut m'arriver pendant l'entraînement, escrime, on n'a pas le téléphone à côté, mais quand je suis en muscu, très souvent, pour suivre ma séance, j'ai mon téléphone à côté. Je prends cette mini-seconde pour m'enlever cette pensée de la tête et l'écrire dans l'application Notes. Donc, j'ai plusieurs catégories. Tu vois, j'ai ce qui est important et urgent, important mais pas urgent, et pas important, pas urgent. Ah, c'est pas mal. Ça, je range. Dans Notes, directement, tu l'as mis... Ouais. Ah, c'est pas et mal. Tu vois, important, urgent, c'est à faire dans la semaine. Important, pas urgent dans le mois, et pas important, pas urgent quand j'ai le temps. Et ce qui me permet de, tiens, par exemple, je sais pas, j'arrive, j'ai une demi-heure d'avance à un rendez-vous, qu'est-ce que je peux faire? Hop, je prends ma liste de important et urgent. Et ça me permet juste d'enlever mes pensées parasites qui viennent, parce qu'on en a tous. Donc ça, je pense que c'est important. Donc une tâche à la fois, t'as des pensées qui arrivent, enlève-les de ta tête, écris-les, parce que sinon ça va revenir et t'auras peur de l'oublier. Et puis, il y a des activités professionnelles, ok, donc conférences, formations, escrime, et on en reparlait au début, mais c'est important d'y revenir. Tu as tes activités ressources qui te rechargent. Donc voilà, la lecture, regarder un film, faire du sport. Je pense que quelqu'un qui est en forme, c'est quelqu'un qui met de l'activité physique dans son quotidien. Je te parle pas de 3 heures d'entraînement, mais 5 minutes de mobilité le matin, 10 minutes de marche entre 2 rendez-vous. Et ça, je pense que c'est l'être humain en bonne santé est un être humain qui se mobilise tous les jours. Et est-ce que de ton côté, tu arrives à savoir un petit peu quand justement peut-être que tu fais trop de choses et que là il faut se reposer, et au contraire quand là tu te dis c'est bon, j'ai un peu d'énergie, je peux envoyer plusieurs trucs sans au final se cramer, tu vois? Ouais. Alors déjà je suis intransigeante sur mes 8 heures de sommeil, donc c'est la base, hein.
C'est vraiment la base et c'est un principe simple qu'on peut tous mettre en place. Si on n'a pas ces 8 heures, eh ben, il faut les retrouver dans la journée parce que c'est physiologique, c'est comme ça. Je pense vraiment que c'est une des clés sur lesquelles il ne faut pas du tout être laxiste. Il faut vraiment être intransigeant avec ça. Et puis moi, j'observe que je suis fatiguée, ou en tout cas que j'en fais trop, quand je manque de créativité. C'est-à-dire, je trouve ma vie ennuyante et routinière. Ça veut dire que j'en fais trop. Ou alors que je fais tout le temps les mêmes choses. Donc il faut que j'aille chercher d'autres ressources pour me ressourcer. Je pense que l'idée de se sentir surmené, en fait, elle vient avec... quand tu as trop de messages en tête tout le temps, voilà, t'es en train de cuisiner, t'es en train de faire une tâche, donc un entraînement, et là, vraiment, t'as trop de pensées qui viennent à la fois. Ben, là, ça veut dire que t'en fais trop, et peut-être que dans le lendemain ou le surlendemain, eh ben, tu fais du tri et tu décides de vraiment faire qu'une seule tâche, quitte à dire non. Et ça, savoir dire non, c'est super compliqué, parce que surtout quand tu es athlète et que tu as besoin de financement, que tu as besoin de te vendre, tu as envie de dire oui à absolument tout ce qui passe. Et moi, la première, déjà, parce que j'aime bien, mais parce que ça me permet de financer mes saisons. Mais la blessure, elle m'apprend vraiment que aujourd'hui, là, je te donne un exemple, mais phénoménal. Je ne donnerai pas de nom parce que je suis sûre que quelqu'un écoutera ce podcast. J'ai décidé de faire 2 jours de pause sans téléphone. T'en parlais, moi j'en suis incapable et je me suis forcée à le faire pendant 2 jours. Il y a une personne qui m'a envoyé, je pense, 25 messages parce que j'ai pas répondu pendant 1 jour et demi et qui m'a dit voilà, j'espère qu'il t'est rien arrivé, j'ai pas de réponse depuis hier, voilà, j'espère que tu vas bien. Et ce message, il m'a fait prendre conscience à quel point on était dans un monde complètement dingue où tu réponds pas à un mail dans la journée ou à un message dans les 24 heures, on pense que t'es mort, quoi. Donc, juste moi, je relativise, je me dis attends. Je reçois un mail, en gros j'ai la semaine pour y répondre, tu vois, j'ai pas 2 minutes. Mais je pense que parce que aussi t'as peut-être trop donné à cette personne aussi l'impression, enfin, trop donné des réponses rapides. Ouais. C'est pour ça que maintenant, moi aussi, ce que je fais, c'est tout con. Mais tu vois, sur LinkedIn, je pense, maintenant je suis beaucoup dessus. Tu sais, je suis de plus en plus de posts, et du coup on me contacte. Maintenant, ce que je fais, bon, c'est pas forcément un jeu, mais j'essaye, tu vois, de me dire, écoute, je répondrai peut-être plus tard. Comme ça, au moins, t'habitues pas les gens à répondre trop vite. Après, sinon, c'est un piège. Parce que moi, les messages que t'as reçus, j'ai pas reçu ça mot pour mot, mais j'ai reçu des trucs similaires. Et c'est là que tu dis, et même moi, tu vois, le soir, c'est tout bête, mais t'es avec ta copine, tu vois, t'es là, t'as 22h sur ton téléphone, comme un matrixant en train de répondre aux gens, tu vois. Elle te dit, mais au bout d'un moment, coupe un peu, tu vois. Ouais. Et c'est tout ça, tu vois, et... Ouais, mais ceci dit, tu vois, je pense qu'on a le même profil, où moi, je sais que ça fait partie d'un de mes atouts. Les entreprises se disent entre elles, et je le sais parce qu'on me l'a dit, bah tiens, tu peux appeler Jade, elle est réactive, tu auras une réponse dans la journée. C'est ma force, et j'aime la réactivité, et j'aime qu'on puisse avoir confiance en moi dans cette compétence-là, parce que c'est utile quand même aujourd'hui. L'idée, c'est simplement... fatigant aussi. C'est fatigant, et l'idée, c'est, je pense, de choisir ses combats. Je sais qu'il y a... quand j'ouvre mon téléphone et que j'ai 50 messages WhatsApp, tu peux filtrer la personne avec qui tu as envie d'être réactif. À savoir que ne pas être réactif, c'est-à-dire ne pas répondre dans la journée, c'est une sacrée force. Ça peut aussi montrer que tu es occupé, montrer que voilà, t'es pas en train de dire oui à tout ce qui vient. Mais je pense que la réactivité, c'est très important, mais il y a des relativités dans la réactivité. Être réactif, c'est pas répondre dans la minute, quoi. Répondre dans les 24 heures, les gens sont étonnés quand tu réponds dans les 24 heures. C'est déjà bien, tu vois. Et parfois même, ça m'est arrivé, tu vois, notamment sur des réseaux sociaux, donc Insta ou LinkedIn, quand je réponds dans les 48 heures, on me répond en me disant ah bah waouh, merci pour ta réactivité, je pensais pas que tu allais répondre aussi vite. 48 heures, c'est pas vite. Enfin, tu vois, pour moi vite, c'est dans les 5 minutes. Donc tu peux effectivement te laisser une journée, je pense que c'est te faire un cadeau à toi et à toi pour la suite aussi, parce que voilà, tu te mettras moins l'impression sur ok, j'ai un message, je réponds tout de suite, quoi. En plus maintenant, tu vois, on est tellement sur LinkedIn, Instagram. Ouais. En fait, on est partout. Et tu vois, en fait, quand tu commences... Bon, la force qu'on a, je pense, c'est que nous, maintenant, on est passé du côté à créer des choses. Ouais. Et pas forcément à la regarder. Pareil, maintenant, sur Insta, franchement, honnêtement, je suis plus trop à scroller dessus, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu commences à être actif sur les réseaux, bah forcément, on te contacte. Sauf que si on te contacte sur LinkedIn, sur Instagram, et après, du coup, tu dois tout checker, bah, t'en as pour, au moins, avec les mails, t'en as pour aller 1h30 par jour, tu vois. Ouais. Ça va trop vite. Mais moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que
je trouve que la fainéantise attire la fainéantise. Oh. C'est-à-dire que si tu te freines ou que tu dis là je me prends une pause, là c'est bon, je me prends une après-midi off. Je pense que c'est pas mal à certains moments de ta saison, enfin de ton année, la saison, les filles parlent que de sport, quoi, de ton année. Mais tu vois, moi, là où je me sens bien, je me sens le mieux et je me sens créative et productive, c'est quand je fais plein de choses. Et par contre, je mets ces 5-10 minutes de moments ressources entre chacune de mes missions, je fais mon sport tous les jours, mais je trouve que quand ta vie, elle est routinière, donc moi, un salarié qui fait juste du 8h-17h Moi, ça ou du m'angoisse. 9h-17h, Ouais. ça nous angoisse tous les Ouais. deux parce qu'on n'est pas comme ça, mais je pense que même des gens pour qui ça n'angoisse pas, ils devraient quand même prendre le temps entre midi et 2 ou le soir de s'enrichir intellectuellement par d'autres activités et juste pas rentrer le soir, cuisiner, télé, dormir. Matin, travail, rentrer cuisiner. Tu vois, cette routine-là, elle est. Enfin, je veux dire, à la préhistoire, il se passait jamais la même chose tous les jours. Et l'humain, il est fait pour faire plein de choses, pour se diversifier, pour s'enrichir intellectuellement. On voit sans arrêt des challenges sur Insta, 30 jours pour apprendre à dessiner, 30 jours pour faire ci, pour faire ça. Cette idée, elle est trop bien. Donnez-vous des challenges, donnez-vous des défis. Tu sais pas tricoter, vas-y, apprends pendant un mois. Enfin, moi, je veux pas du tout pousser à prends ton temps, respire, mets-toi des journées de pause. Je pense que c'est pas bien de dire ça. Juste une tâche à la fois, mais vas-y, lance-toi sur des défis, des challenges. Tu le sais, quand on se lance sur des défis, même si ça rate, on s'en fiche, on a rencontré une personne, on a développé une compétence, et ça, c'est vivre. C'est ça, vivre, c'est vivre des émotions. Donc, c'est se dépasser et aller dans la créativité et la productivité. Tu vois, souvent, ce que je dis aux personnes avec qui je parle, c'est en fait, quand tu vas mourir, bon, c'est trash, mais quand tu vas mourir, en fait, ce que tu vas retenir, c'est pas les trucs où t'as regardé la Formule 1 à la télé, tu vois, c'est quand t'as fait un marathon, c'était Ouais, dur, quand t'as fait, j'en sais rien, un truc où vraiment t'as galéré. carrément. Et tu vois, tu sais, les gens parfois, ils me disent, Quentin, t'es fou, t'as fait un marathon, mais plus jamais, t'es un malade. Et je leur dis, tu sais qu'en vrai, quand j'étais au marathon, j'étais pas bien, mais j'étais tellement pas bien que j'étais connecté avec mon corps. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait vraiment que je sois concentré, tu vois. Et là, tu pensais pas au mail que Mais tu non, peux envoyer le je pensais pas au lendemain mail. Bah ouais. Là, je pensais juste à Quentin, faut que tu finisses cette course. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, les athlètes, on est en bonne santé, que ce soit dans la tête ou dans le corps. C'est parce qu'on ne fait qu'un avec notre corps. Limite, les athlètes de haut niveau, moi, je sais anticiper une lésion musculaire maintenant. Ça Je me le fascine sens. aussi. Ouais. Je sens la micro-pique qui me dit, si tu t'entraînes là une demi-heure de plus, ça va se péter. Donc c'est pour ça qu'on se connaît et que plus on grandit, mieux on gère les blessures. Mais l'athlète, c'est pour ça que c'est génial de faire du sport, c'est qu'on se connaît dans un tel état de difficulté que limite ça nous fait du bien. Enfin, je suis sûre qu'après ton marathon, tu devais être tellement fier de toi, Ah ouais, tellement bien. L'accomplissement, c'était un truc de fou. Mais oui, Ouais. alors oui, t'avais des courbatures, mais le fait de te dépasser, ça t'apporte un truc de fou. Et le lendemain, quand tu vas au boulot, mais t'es une autre personne en fait. Et après, en plus, ce qui est ouf, c'est, tu vois, avant, je faisais beaucoup de crossfit. Et en fait, les entraînements, ils sont vraiment durs. Vraiment, c'est vraiment dur. Et ça, pareil, du coup, ça te casse une barrière mentale. En fait, plus c'est dur, tu dis, attends, aujourd'hui, je suis allé là. Demain, je vais aller ici. Demain, je vais aller là. Bah En oui, fait, tu fais qu'avancer, tu vois. mais tu fais qu'avancer. Et alors là, on parle, faut quand même peser nos mots, on parle de Ouais, marathon, oui, d'ultra oui, oui, trail. bien sûr, oui, oui. Mais tu vois, faire une roulade avant, pour quelqu'un comme moi avait super peur, c'est un gros challenge. Mais une fois que tu l'as fait, eh ben, ça t'ouvre des portes, ça te montre que t'en es capable. Là, je te parlais par exemple du tricot. Quand je me suis blessée, je me suis dit, allez, vas-y, t'as toujours rêvé de faire ça, t'apprends à tricoter. C'est pas dur, mais c'est simplement l'idée de, ok, tu penses que t'en es pas capable, il suffit juste que tu rencontres une personne, en plus avec les vidéos aujourd'hui, t'apprends à tout faire, viens, lance-toi un défi. Et ben, ça augmente la confiance en soi. On parle tout le temps de, ouais, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment la gagner. Il s'agit pas de faire un ultra trail du Mont Blanc, il s'agit juste de trouver un truc que tu sais pas faire, que t'as envie de faire, donne-toi 30 jours et allez, on va voir où t'en es, tu vois. C'est ça la confiance, c'est la productivité et te lancer des challenges. Tu sais qu'il y a plein de choses qu'on se rend même pas compte, parce que là, on parle beaucoup du sport depuis tout à l'heure. Même, tu vois, il y a plein de trucs qu'on pourrait parler, même, tu vois, le fait de lire. Bon, je vais prendre le bouquin parce que j'ai un peu, on verra les mire, c'est pas grave. Mais j'avais regardé un podcast que tu connais, je pense, de Mathieu Stéphanie. C'est Génération Do It Yourself. Ah oui, Ce complètement. podcast est incroyable. En fait, justement, il y avait Joel Dicker, Oui. donc écrivain, l'affaire avec Hébert, etc. Et en fait, il parlait du fait que, là, on parle de deux personnes qui font un train de vie sans forcément faire de sport. Mais pareil, même le fait de lire, tu vois, en fait, ça va aussi dans ce truc d'aller plus loin que juste ta journée. Et bah pareil, bah, je pense que
personne actuellement en commentaire n'est capable de me citer le dernier bouquin qu'ils ont lu. Et ce qui est fou, ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, le fait de ne pas lire, bon, si je me trompe, je suis désolé, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu ça. C'est, en fait, moins tu lis, ce qui est prouvé, c'est que les gens qui lisent jamais, ils ont aussi du mal à s'intégrer dans la société, tu vois. D'accord. En fait, c'est plein de trucs comme ça. En fait, on s'en rend pas compte. Quand on te dit de faire du sport, de lire, de faire autre chose, c'est pas parce que c'est beau, c'est parce que vraiment, ça a des conséquences sur ton corps, sur ton cerveau, mais de fou. Tu vois, moi, j'ai commencé, et parfois, j'apprends des langues, ça me fait rire. Et tu vois, hier, j'ai mangé, hier soir, Ouais. il y avait, on était bref, au restaurant avec ma copine, et on parlait, voilà, tu sais, de sponsors, tout ça, avec les Insta Express. Et en fait, vraiment, à la table d'à côté, il s'avère qu'en fait, il y a une personne, son fils est combattant, il vient de signer dans une grosse organisation de MMA, on parle avec eux, tu vois. Et ma copine, Génial. ouais, et ma copine, tu vois, en fait, à la fin du truc, elle me dit, mais c'est fou comment t'arrives à retenir des infos de fou. Parce qu'en fait, bah, mon cerveau, je l'entraîne en faisant j'apprends des langues, etc., tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller plus loin parce que t'as tellement de choses que tu peux découvrir. Et comme t'as dit, c'est tellement gratifiant, tu vois. Et là, je prends le bouquin, mais je t'enverrai le podcast, mais c'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, là, c'est plus simplement le fait de pas lire. Parce qu'en fait, si tu lis pas, en fait, les conséquences, elles sont dramatiques. Ouais, Tu vois. C'est complètement. dramatique. Et t'as raison, mais là, l'exemple que t'as cité, il est génial. Et tu vois, ça me donne envie de réaliser ce challenge-là, de relire Mais un oui. peu. Surtout que j'ai vu que si tu lis, je crois. 10 minutes par jour, Voilà, c'est c'est ça. ce qu'il disait. Et c'est un 10 minutes écrivain, par il te dit 10 minutes par jour. Ouais, c'est ça. Tu commences comme ça. Et en fait, si on va par extension, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, tu sais, boire 2 litres par jour. Et tu as beaucoup d'injonctions comme ça dans la vie, que tu écoutes dans les podcasts, que tu vois à la télé, dans les journaux et tout ça, dans les vidéos. Mais moi, je trouve que ça a un vrai sens de comprendre pourquoi. Et pourquoi c'est bien de manger, on parle beaucoup de magnésium, pourquoi c'est bien de prendre du magnésium. Bah, va chercher l'info, pourquoi. Parce que du coup, déjà, tu auras plus de sens de pourquoi il faut le faire. Donc, tu vas le faire en conscience et tu vas moins oublier tes gélules, tu vois. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, on reçoit beaucoup d'injonctions sans savoir vraiment concrètement ce qui se passe dans ton corps. C'est le cas de la C'est ce qui manque, micronutrition, dans l'hydratation, mais dans tout ce que tu fais au quotidien. Bah, c'est un peu ce qui manque. En fait, je trouve que maintenant, en fait, on est beaucoup bombardé de. Après aussi, je pense qu'il y a un peu le truc. Tu sais, des routines bullshit. Bullshit un peu. Ouais, ouais. Parce que, en fait, il y a plein de trucs, tu vois. Le fait, t'avais beaucoup, je pense, c'était il y a 3-4 ans, la routine matinale. Bah, t'as un bouquin d'ailleurs dessus, c'est Morning Routine. Tu vas Je trouver l'ai le lu. bouquin. Moi, je l'ai lu aussi, tu vois. Et t'avais des rituals, donc t'en as 6. C'était méditation, lecture, écriture, douche froide, non, ou sport le matin, et peut-être douche froide, je sais plus ce que c'était. Mais bref, en gros, t'en avais 6. Et en fait, je pense que les gens, tu sais, sont tellement matrixés avec ça, que maintenant, en fait, t'en as plein qui veulent plus le faire. Mhm. Et c'est pareil, en fait, une douche froide. Si tu lis le bouquin de Mike Horn que j'ai lu, je crois que c'est Vous n'aurez plus jamais mal, ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est. Et en fait, bah, quand tu vois le pouvoir des douches froides, en fait, c'est pas juste un truc qui est beau sur Instagram, t'as fait une story, t'es content. C'est vraiment, ça a des bienfaits de malade. Moi, quand j'en prenais à l'époque, j'étais jamais enrhumé. Ah ouais, ok. Et parce que pareil, en fait, j'ai étudié des trucs, pareil pour la méditation. Tu vois, là, tu sens parfois que t'es un peu dans le jeu, etc. Ton cœur, il bat vite, t'es surmené, etc. Ok, bah tu prends 5 minutes pour commencer, tu vois. Tu vas apprendre à respirer, faire qu'avec ton corps. Et en fait, du coup, c'est ça les bienfaits de la méditation. En fait, il y a plein de trucs comme ça, mais je pense que maintenant, on est tellement, tu vois, c'est comme T'as vu l'américain, là, qui fait du foot US, qui met sa tête dans un bol d'eau. Oui, j'ai vu Bah, ça. c'est pareil. Ouais. En vrai, je pense que ça a des bienfaits. Sauf que maintenant, on est tellement matrixé par les réseaux que du coup, bah, les gens ont parfois la flemme de le faire parce qu'ils se disent non, mais je vais passer pour un con, tu vois. Ouais, mais par contre, ce genre de lecture, ce genre d'inspiration d'athlète qui fait ça, moi, je pense qu'il faut continuer à s'en inspirer parce qu'il s'agit juste de trouver ta bonne routine et toi, tes habitudes qui te font du bien. Et il faut vraiment pas oublier et pas perdre à l'esprit qu'on est tous différents et pas que au niveau couleur de la peau, taille et tout ça, mais même dans la manière de fonctionner. Et je pense que écouter, tu vois, en conférence, l'une des questions que j'ai le plus, c'est quoi votre routine pour gérer le stress? Et moi, j'arrête pas de dire, mais il n'y a pas de recette et ce serait trop beau si je vous ai donné juste un protocole à suivre parce qu'en fait, dans mon entourage à l'INSEP, on n'est pas deux à avoir la même routine. Et donc, je pense que par contre, moi aussi, je lis énormément d'autobiographies d'athlètes parce que j'aime voir comment ils font, puis tu le mets à ta sauce. Donc, c'est super bien encore de lire, je pense, des vidéos de développement personnel ou même ces fameux défis sur Insta parce que peut-être que tu vas te dire, ok, lui, il met un bol, il met sa tête dans un bol d'eau froide. Tiens, moi, j'ai envie de mettre ma tête dans un bol d'eau chaude. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, tu vas trouver tes trucs, c'est instinctif. Le
Le corps, il est là pour trouver si tu écoutes ton intuition, il va te proposer des choses. Mais encore faut-il les écouter. Ce que j'allais dire, justement, en fait, comment on pourrait peut-être... Il n'y a pas de formule magique, je suis d'accord avec toi. Mais comment on pourrait, je sais pas, peut-être apprendre à s'écouter davantage. Tu vois, souvent, moi, je prends l'exemple, tu sais, du ventre qui te parle. Ouais. Tu sais, tu fais un truc, tu sens que t'as une boule au ventre. Ouais. Et tu te dis, ah, mais là, ce que je fais, en vrai, c'est pas fou. Enfin, tu sais, parfois, tu sais, c'est des projets, parfois, c'est des rencontres. Tu te dis, ah, je sais pas, je le sens pas, le truc. Et en fait, comment t'arrives à justement peut-être t'écouter pour vraiment trouver ce qui te fait du bien? On en parlait justement avec les blessures. L'outil du scan corporel, je sais pas si tu le connais un petit peu en méditation. Pas trop, ouais, explique-le. Un exemple typique, avant de te coucher, tu as beaucoup de vidéos de méditation ou d'hypnose qui te font faire un scan corporel. C'est-à-dire que tu pars de l'orteil et tu analyses chacune des parties de ton corps jusqu'aux derniers cheveux en haut de ton crâne. Et donc, en fait, c'est simplement faire l'effort de te dire, ok, je vais me connecter à mon corps, qu'est-ce que je ressens là dans mes orteils, dans mes chevilles, etc. Et ça peut être une première étape de comment se connecter à son corps, parce que concrètement, tu l'écoutes jamais. Donc, nous, on n'a plus besoin de trop de faire ça en tant qu'athlète, mais en fait, c'est simplement se poser des questions. Donc, ça peut passer par le journaling, donc l'écriture. Nous, on a cette routine, on a un cahier d'entraînement quand on est athlète. Moi, après mes compétitions, je fais toujours un débriefing de compétition où je me force à me poser des questions. C'est quoi les 3 choses que j'ai pas aimées? C'est quoi les 3 choses que j'ai aimées? Passer par l'écriture, mais encore une fois, scientifiquement, le fait d'écrire, de passer par la kinesthésie, ça permet de sortir des choses, des émotions, des sensations de ta tête pour les mettre noir sur blanc quelque part. Et moi, je pense que fondamentalement, pourquoi on sait s'écouter, c'est parce qu'on s'introspecte grâce à de la préparation mentale. Donc, on peut avoir accès à un psychologue ou à un coach mental. Moi, je le dis, un coach mental, c'est pas du tout réservé au monde du sport. C'est associé au monde du sport, mais tout le monde peut avoir un coach mental. C'est dès que tu veux atteindre un objectif, et on en a tous, eh ben, tu peux te faire entourer de cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il fait le préparateur mental avec moi en séance ? Il me dit pas fais ci, fais ça. Loin de là. Il me dit tiens, qu'est-ce que de quoi tu as envie de me parler aujourd'hui? Je lui dis tiens, là, par exemple, j'ai envie de te parler de cette compétition-là qui s'est pas forcément bien passée. Et juste, il me dit t'as ressenti quoi là? Ok. Et tu peux le dessiner, ça avait quelle couleur? C'est quoi les sensations que tu avais à cette touche-là? En fait, il fait que me poser des questions pour que je sorte les choses. Que ce soit par l'écrit ou face à quelqu'un, l'idée, c'est vraiment de sortir ce qu'on a dans le corps. Donc, se poser des questions sur un carnet ou aller boire un verre avec quelqu'un de son entourage pour lui parler de quelque chose. Mais je pense que sortir ce qu'on a dans le cerveau et dans le cœur, ça permet déjà d'avoir une première thérapie et de se connecter à son corps. Est-ce que tu fais du journaling? T'écris tous les jours un petit peu ce que tu ressens, etc. Ouais, carrément. Parce que moi, c'est un truc... j'ai un pote, là, Tony, qui écoutera le podcast, ça fait 2 ans. En plus, t'as un bouquin, je crois, qui existe, où vraiment, en fait, t'as juste à remplir les lignes. Et tout est the 5 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça, le journaling. Yes. Et je le fais pas. Ouais. Et justement, parce que je pense que j'ai une petite barrière mentale que je me mets tout seul, ou en fait, peut-être que j'ai juste la flemme, tout simplement, de le faire. Et toi, vraiment, pour toi, c'est game changer. Le fait d'écrire... moi, je l'appelle plus cahier d'entraînement, du coup. Okay. Enfin, je mets beaucoup de sport dedans. Mais là, j'ai l'impression que, tu vois, on est en train de parler de plein de choses. Et ça peut paraître, tu vois, un peu déstabilisant de se dire, OK, il faut que je lise, il faut que je bois, il faut que je prenne des douches froides et tout ça. Ma naturopathe me parle beaucoup de cycle de 21 jours. Et donc, je pense qu'il est intéressant, déjà parce que ton corps s'habitue très vite aux choses. Donc, tu vois, quand tu prends, par exemple, une cure de compléments, ça sert à rien d'en prendre toute l'année. Tu sais, ton corps, du coup, ça n'a plus trop d'effet dans ton corps que de prendre quelque chose tous les jours de ta vie. Donc, je pense que c'est pareil pour ce genre de routine. Moi, il y a des phases où le cahier d'entraînement, c'est tous les soirs. Et il y a des moments où j'ai la flemme. Et savoir que tu as la flemme, c'est une manière de t'écouter. Si tu as la flemme, c'est que foncièrement, c'est plus pour toi en ce moment, tu vois. Donc, lâche-le. Moi, voilà, je construis tout autour de mes 21 jours. Que ce soit des compléments, des habitudes, des défis. Je trouve que c'est bien, c'est 3 semaines, c'est quasiment un mois. C'est pas mal de construire sa vie autour de cycles. Donc, le journaling, oui, je le fais. Te dire que je le fais tous les jours, ce serait te mentir, parce que je pense que ça n'aurait même d'ailleurs pas le même impact que de le faire 365 jours par an. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça, je ne me rends même pas compte, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de marathon, etc. Et ça peut un peu stresser les gens. Ouais. Et parfois, faut dire la vérité, on a aussi parfois un peu la flemme, etc.
est-ce qu'au final, c'est pas ok parfois d'avoir la flemme de faire des choses? Mais ouais, mais t'as raison. On se met la pression, tu vois, mais parfois c'est ok d'avoir la flemme. C'est ok d'avoir la flemme, mais c'est un peu ce que je disais sur la fainéantise. La flemme, tu vois, pourquoi le lundi c'est difficile? C'est parce que t'as passé un week-end, pour beaucoup de gens, comme ça dans le canapé, à regarder tes séries, à manger ce que tu kiffes le plus. Et c'est pour ça que c'est dur le lundi de revenir à quelque chose de difficile. Et c'est pour ça que pour moi, dès l'instant où tu te dis « Ah tiens, j'ai la flemme », et bah ça doit être ton signal d'alarme, ton signal d'alerte pour te dire « T'as la flemme de faire cette chose-là », et bah va chercher une autre tâche, une autre mission qui va pouvoir de nouveau te dynamiser et te motiver vers quelque chose d'autre. Si j'ai la flemme d'aller à l'entraînement, moi pour le coup c'est une vraie information que je suis potentiellement en surmenage, tu vois. Tu me demandais comment je fais pour repérer que je mets trop de choses dans mon quotidien. La flemme, c'est un indice de je fais trop de ça, pas assez de ça. Ou alors j'ai la flemme. Pourquoi j'ai la flemme? Parce que je me sens fatiguée. Hop, je refais attention à mes 8 heures de sommeil. Voilà, je pense que la flemme, c'est un indicateur de ta vie devient une routine ou bien t'es en surmenage. Souvent, et moi je suis quasiment sûr que c'est ça tout le temps, hein. En fait, quand t'as la flemme, au fond, t'as pas la flemme. C'est qu'en fait, l'activité que tu fais, elle est plus assez stimulante pour toi. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment que ça, tu vois. C'est ça. Et après, ce qui est compliqué, et justement, toi, comment tu gères, et c'est là que du coup, souvent, pour le sport, ou en tout cas les sportifs de haut niveau, on parle de discipline. En fait, quelle est la frontière entre toi, faut que tu t'entraînes. Allez, peut-être que dans le fond, t'as la flemme, mais au final, tu vois que t'es bien physiquement, etc. En fait, c'est quoi la frontière entre la flemme et la discipline? Je sais pas si tu vois ce que je veux sûr. dire. Parce que c'est dur, hein. La phrase qui me parle beaucoup en ce moment, c'est la discipline, c'est bien plus puissant que la motivation. Parce que la discipline, c'est ce qui te permettra, le jour où tu as la flemme, d'aller à l'entraînement malgré tout. Et je pense que, tu vois, je voulais faire le parallèle entre un jeu de gaming. Alors, je joue pas du tout, mais je sais que les gens sont stimulés par les quêtes. Tu vois, le fait d'avoir des badges, le fait de passer au niveau suivant et tout ça, bah, c'est un peu ça, ta vie, t'as plusieurs quêtes. Et je pense que de se mettre plein de petites quêtes dans un grand objectif, c'est ce qui me permet, moi, quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie, d'aller quand même à l'entraînement. Donc, je fais de l'escrime 3 heures par jour. C'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme, et il y a plein de fois où j'ai la flemme. Et quand j'ai la flemme d'aller à l'entraînement, eh ben, je me dis, ok, tiens, aujourd'hui, j'adore travailler le petit bonhomme, c'est un type de touche, c'est une contre-attaque. Allez, j'en mets 5 dans mon entraînement. Et ce qui fait que l'entraînement passe beaucoup plus vite. Et puis finalement, à la fin de l'entraînement, je fais un petit bilan. J'ai réussi à les mettre, ok, c'est cool, ça veut dire que je peux faire encore plus confiance à cette touche. J'ai pas réussi, bah franchement, c'est trop bien, t'as déjà essayé. Mais quand t'as la flemme de quelque chose, moi je pense que se trouver une mini-quête, ça peut être une des façons de faire malgré tout la mission qu'on s'était octroyée. Et d'être fier de soi à la fin, parce que faire quelque chose quand t'as la flemme, bah à la fin, t'es content quand même, hein. Ah, c'est clair. Et il y a une question bête, mais du coup, à l'INSEP, comment ça se passe? Est-ce que l'entraînement, tu dois forcément venir ou tu fais ce que tu veux? La frontière n'est pas facile parce que souvent, quand un athlète il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, et le risque de la blessure est plus élevé. Donc, on a une responsabilité, quand on est athlète senior à l'INSEP, j'ai envie de dire, on est un peu plus au centre du projet que quand on était jeune. Donc, on sait que l'entraînement qu'on ne fait pas va avoir un impact sur la compétition. Et il y a une notion aussi de regret. Tu sais, quand tu te retrouves en Coupe du Monde, à l'autre bout du monde, et que tu perds, le cerveau, il fait tout de suite le job de te rappeler de la séance que tu as loupée, tu vois. Donc, on a cette responsabilité, peut-être intrinsèque, de t'as la flemme, mais tu y vas quand même. Et on sait aussi que c'est les entraînements que tu fais dans la douleur ou dans la flemme qui, souvent, t'amènent à de plus grands résultats. Parce que tu te dépasses. Et on revient au fait que que tu t'entraînes face à la contrainte, tu reviens avec plus de résultats. Donc, nous, on y arrive peut-être un peu plus, les sportifs de haut niveau. Mais si là, j'enlève ma casquette de sportive et que je vais dans le monde de l'entreprise, bah, je fais le parallèle. Tu vois, il y a la compta, je déteste faire ça. J'ai vraiment foncièrement la flemme de le faire. Donc, je mets en place des petites quêtes. C'est là où je vais revenir aux to-do list, aux tâches à remplir, où je vais me dire, aujourd'hui, c'est la facture 1, demain, c'est la facture 2. Et je repasse par de la discipline parce que quand j'ai la flemme et que je dois quand même le faire, et ben là, j'ai besoin de me transformer en un petit personnage de jeu vidéo et de monter marche par marche, quoi. Magnifique. Écoute, j'ai un dernier point aussi que je voudrais aborder avec toi dans le podcast. C'est ce qu'on disait, et j'étais même pas au courant, ce qu'on disait au début.
c'est que ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, je change de sujet totalement, mais pour moi, c'est important quand même d'en parler. C'est que, vu que c'est un sujet quand même que je connaissais pas, j'estime qu'il y a quand même beaucoup de gens du coup qui le connaissent pas, même si je dis pas que je connais tout, hein. Mais du coup, enfin, je pense qu'on est plusieurs à pas le connaître. Toi, t'as un souci au niveau du cœur, c'est ça? C'est ça, j'ai une myopathie cardiaque, c'est une CIV, une communication intraventriculaire. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Je sais que tu vas faire un réel dessus, que tu vas en parler. Mais voilà, pour ceux qui écoutent les podcasts, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Parce que j'ai fait des recherches dessus. Et de ce que j'ai pu voir, il y a une personne sur 100 qui a une malformation cardiaque. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais ça me paraît énorme. Et dans ton cas, du coup, qu'est-ce que ça représente? Et au quotidien, qu'est-ce que ça impacte concrètement? S'il y a un impact. Ouais, c'est une grande proportion. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces myopathies-là, tu as vraiment différentes échelles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là devant toi, que je vais très bien. En fait, le cœur est composé de 2 ventricules. Et entre ces 2 ventricules, lorsque tu es dans le ventre de ta maman, eh ben, il y a un trou qui est naturel, tout le monde l'a. Et parfois, lors de la naissance, il y a certains trous qui ne se referment pas. Ça a été mon cas, mais c'est à plus ou moins grande taille. Moi, j'ai une petite communication intraventriculaire. Donc, ça veut dire que dans des termes vulgarisés, j'ai du mauvais sang qui entre dans le bon sang. Voilà. Et c'est ce qui fait que je vais avoir des personnes qui ont vraiment une grosse communication, vont avoir des difficultés à la respiration et donc à l'effort. Et moi, le message qui est trop beau, et c'est pour ça que je suis très engagée dans une association qui s'appelle Petit Cœur de Beurre, c'est le fait que je ne me fais pas opérer aujourd'hui parce que je fais du sport et que j'entraîne tellement mon cœur que c'est pas un problème d'avoir cette petite communication. Exactement. Okay. Et donc, c'est pas un problème. Et donc, il m'a dit peut-être que ce serait un autre problème une fois que tu arrêteras le sport, mais j'ai pas prévu de le faire. Et du coup, je passe ce message que le sport, c'est la vie. Et encore plus, tu vois, sur le plan de la santé, le fait que tu fasses du sport, ça prend sens. La phrase, elle prend sens carrément. Ouais. Exactement. Le sport, c'est la vie. Ouais. Et l'autre message, c'est que tout le monde peut faire du sport. C'est-à-dire que même celui qui a la plus grosse problématique, tu peux te mobiliser sans faire un sport cardio intense. Tout le monde peut se mobiliser. Et c'est vraiment le message que je veux partager au travers de cette petite malformation. De toute façon, tu t'en feras un réel. Là, c'était plus pour teaser. Et on ira voir justement tes réseaux. Mais écoute, merci Jeanne. Merci infiniment. C'était une très belle discussion. Tu vois, on est parti un peu en freestyle. Ouais. Mais c'était une fois de plus hyper intéressant. Comme je t'ai dit, on a fait un épisode sur l'escrime. Enfin, franchement, un peu la flemme de refaire ce qu'on a fait, tu vois. Donc là, c'est bon, on enchaîne, on parlait d'autres sujets. Mais ce qui est cool, c'est que je pense que vraiment, on pourrait parler pendant des heures. Ouais. On aurait toujours à dire, en fait. C'est trop intéressant. Et premier podcast qui n'a pas de questions classiques. Ouais, sur l'escrime, c'est quoi l'escrime, c'est quoi la vie d'athlète. Donc, génial, j'ai passé un très bon moment. Merci. Bah écoute, merci d'être venu, Jade. Nous, dans le podcast, cette semaine, on soutient l'asso Aiden. On en parlera après. De ton côté, où est-ce qu'on peut te soutenir sur les réseaux, te suivre T'es où? T'es sur LinkedIn, sur Instagram, t'es partout? Ouais, moi je suis très active en ce moment sur Instagram et LinkedIn parce qu'on est en année post-olympiade, le creux de la vague, et on a besoin de partenaires, d'entreprises qui croient en nous en tant qu'athlète de haut niveau. Donc tu cherches encore des sponsors actuellement? Évidemment, et je profite de ma blessure pour beaucoup communiquer et vous amener encore plus avec moi dans mon quotidien d'athlète. Bah écoute, du coup ton Insta c'est quoi? C'est Jade.Maréchal? C'est ça. Jade.Maréchal, et s'il y a des entreprises ou des chefs d'entreprise, peu importe, des personnes qui sont décisionnaires dans des boîtes, contactez Jade, ou contactez-nous sinon, et on fera passer le message à Jade. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Tu vois, les studios sont top, et de mon côté, je remercie forcément aussi Gift Asso, qui du coup, maintenant, on est partenaire avec eux sur le podcast. Et du coup, toutes les 2 semaines, nous, si tu veux, on soutient une asso différente. Là, cette semaine, c'est l'asso Aiden. On mettra tous les liens de toute façon en commentaire. Et écoutez, nous, on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci Jade. Je te fais un check. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, bonne journée.